chers abonnés, bonjour. J'espère que vous allez bien. Donc, les invités que nous recevons aujourd'hui sont ceux qui sont derrière le cadre qui a fait en sorte que le CS Saint-Laurent puisse à nouveau connaître le succès en Ligue 1 Québec. Il s'agit de coach Nick Razaghi, accompagné de son assistant, coach Ramtin Maherpour. Salut les gars, comment vous allez? Ça va et toi? Bien, merci. Super, je vais très bien. Alors, on va directement aller dans le vif du sujet. Pouvez-vous commencer par brièvement vous présenter? Mon nom c'est Nick, j'ai 33 ans, je coach depuis l'âge de 17. J'ai commencé à Pointe-Claire, Ligue récréative. Et après 2 ans, je suis retourné chez moi à Lakeshore, où j'ai passé peut-être 13 années, je me rappelle pas trop, 13 années là-bas. Mais aussi de base, j'ai joué là-bas quand j'étais jeune, pas un bon niveau, je suis pas vraiment un bon joueur de foot. Et aussi, j'ai arbitré même un peu là-bas, c'était vraiment chez moi. Et après, avant ça, j'ai pris un peu de temps off pendant le COVID et je suis revenu avec Saint-Laurent. Sinon, à l'extérieur du terrain, j'adore les sports, surtout le tennis. J'adore passer du temps avec mes amis et je suis quand même quelqu'un de tranquille. Comment ça? Moi, c'est Ramtin Maherpour, 32 ans. J'ai arrêté l'école assez rapidement et j'ai rentré dans le coaching et la business familiale qu'on avait. Et maintenant, je suis propriétaire de la business familiale et je suis aussi coach depuis plus de... Je pense que ça fait 10 ans maintenant, même un peu plus. J'ai commencé à NDG en tant que coach, mais en tant que joueur, j'étais à MRO. Et après une année de NDG, j'ai rejoint Nick chez lui à Lakeshore. Et ensuite, de là, on a parcouru tous les chemins ensemble. Ok, parfait. Alors, ce que j'ai pu voir, c'est que vous êtes les deux, en fait, vous êtes vraiment on va dire des produits de l'Ouest. Mais moi, ce que je voudrais savoir dans tout ça, c'est dans quel contexte que vous avez grandi? Ouais, lui, il va s'offusquer par ça parce que lui, il n'a pas grandi dans l'Ouest. Ah, ok, my bad. Mais moi, My oui. bad. Ok, toi, tu as grandi J'ai grandi à Châteauguay, Châteauguay. mais avant Châteauguay, j'étais à NDG D'accord. et je suis revenu à NDG éventuellement. Ok. Mais j'ai commencé à coacher plus dans... Je m'associe plus à NDG que Châteauguay, disons. Ok. Ouais, c'est quoi la question déjà? Ouais. Donc, en fait, ce que je disais, en fait, c'est que toi, tu étais un produit de l'Ouest. Voilà, mais c'est dans quel contexte, en fait, que tu as grandi? Ouais. Mais moi, quand j'étais né à Laval vite fait parce que habiter avec ma grand-mère, c'était... j'ai passé jusqu'à 7 ans, j'étais là, mais je n'ai pas trop de mémoire de ça. Mais après, c'est vraiment dans l'Ouest que j'ai passé toute ma vie, comme de 7 à... Ça fait peut-être depuis le COVID, je suis plus là. J'ai passé tout ma vie là-bas. L'école, amis, foot, sport, vie sociale, tout. C'était dans l'Ouest. Pour moi, c'était vraiment comme une vie normale dans l'Ouest. Les gars dans l'Ouest, normalement, on reste ensemble. On passe beaucoup de temps ensemble. École primaire, école secondaire, cégep, tout dans l'Ouest. C'est juste vraiment grandi là-bas jusqu'à temps que le COVID et coaché à Saint-Laurent que je suis vraiment sorti de ça et j'ai vécu d'autres choses. Mais... Moi, un peu contrairement à Nick, je suis un produit du centre-ville. J'ai grandi à Châteauguay, mais j'allais à l'école à Face à Montréal, ironiquement une école d'art publique. D'ailleurs, shout-out à tous mes gars de Face, parce qu'on se connaît encore depuis 25 ans. Mais sinon, NDG, c'est où j'ai passé un peu plus ma carrière de foot au début. Et c'est ça, et ensuite, à travers les échelons, j'ai fait l'Ouest. J'ai, on peut dire, vécu un peu à cause que j'étais tout le temps là-bas à cause du foot. Et ensuite, Saint-Laurent, ce qui est plus similaire à NDG pour être vrai. C'est pas mal ça. Ok, parfait. Alors, pouvez-vous me donner plus de détails par rapport à vos passés de joueurs? Même si, bon, Nick, tu en as déjà parlé un peu. Mais c'est quoi vraiment, on va dire, les choses que vous avez vécues en tant que joueur et qui font la personne que vous êtes aujourd'hui? Moi, personnellement, j'ai fait 2 sports relativement haut niveau. Un, c'était le foot. Et le deuxième, c'était le badminton au niveau secondaire. J'avais des offres aussi en termes de cégep pour aller jouer au badminton. Mais j'étais trop obsédé par le foot pour être vrai. Et ensuite, de là, j'ai fait plusieurs années à Châteauguay parce qu'il n'y avait pas trop de niveau. Mon père, le voyagement et tout, il voulait pas. Donc, c'est là que je vais commencer à venir à MRO. J'ai joué quelques années 3A. Et ensuite, mais rapidement, je savais que je voulais coacher. Et je voulais coacher d'ailleurs là-bas, mais ça n'a pas marché.
Et éventuellement, j'ai continué à jouer plus récréatif. 3A, mais sur le côté, j'ai priorisé le coaching. Donc, quand même, j'ai fait jusqu'à Senior 3 environ. D'ailleurs, je jouais à Lecture aussi, Senior 3. Puis après, je suis parti dans le coaching beaucoup plus tôt. Et j'ai joué beaucoup au futsal aussi. Futsal, c'était une passion que j'ai vraiment aimée. Je fais ça au secondaire. Mais ensuite, en PLFQ, on a joué plusieurs années justement contre les West et les Safouane et tout. Putain que c'est des pépites. Mais c'est ça. Puis après, j'ai focus complètement dans le coaching. Pour toi? Ouais, pour de vrai, je suis pas trop pris de plaisir. J'étais gardien de but de 7 ans à 15 ans. La raison, c'est parce que comme ça, j'ai pu jouer tout le match au lieu de tourner en ligue maison. So, c'est vraiment ça pourquoi j'étais dans les buts. Et j'étais grand. Mais éventuellement, je me suis rendu compte que même si t'es grand, il faut bouger dans les buts. So, c'était off. So, Je le sais parce que j'étais avec lui dans des tournois parce que lui était gardien. C'était le meilleur truc. mon prime, c'était U10. Mais bref, c'était... Pour vrai, je préfère plus de foot à 7 ou à 5 parce qu'on touche plus de ballons, c'est plus un jeu d'équipe. Et ça m'intéresse. Le côté physique et tout, je suis moins doué. Si j'avais ça, peut-être j'aurais parlé autrement, mais c'est vraiment plus jouer avec la tête et j'aime faire des bons jeux. So, je pense que c'est de là où j'ai apprécié un peu le coaching, mais ça vient de mon père parce que lui, il joue, lui est fort. C'est milieu de terrain, mais il est un joueur très intelligent. Donc, depuis jeune, je suis à tous ses matchs avec lui. Son père se connaît. Il est très intelligent comme joueur, hein. Il est très technique et très intelligent. Ouais, ça, c'est Ah, ça. j'en doute même pas. Ça, j'en doute même pas. Hein. Ouais, so, c'est juste ça, mais pour de vrai, je voulais presque toujours coacher. J'avais pas trop le rêve de jouer. Mais coacher, faire une équipe, c'était... Je savais, quelque part. Alors, c'est qui vous a transmis la passion du foot? Mon père. Le daron, 100%. Ils jouaient ensemble, nos pères d'ailleurs, pendant un bout de temps. Mais ouais, définitivement, le daron. C'était comme... Pour moi, dans ma tête, c'était comme voir des vrais joueurs de foot chaque vendredi ou samedi. Comme ces gars qui ont vécu dans leur pays, mais pas juste nos pères, c'est comme des pays, des Iraniens, des Italiens, Portugais. Chacun avait son équipe, des Espagnols, tout, des Grecs, tout le monde. Chacun avait La son... Coupe du Monde. Là. Ouais. Parce que dans le temps ici, à Sport Expo, il y avait la Coupe du Monde. Donc, il y avait... Puis c'était beaucoup de les premières générations d'immigrants qui arrivaient. Donc, c'était vraiment une équipe d'Iraniens, une équipe de... Il y avait les gens de Trinidad. Il y avait... Chacun avait son pays. C'était incroyable. Et t'avais décidé de mettre des murs là-dedans. Ah, les dingueries qu'on voyait, c'était fou. On a vraiment grandi dans un vrai foot. Parce que quand tu grandis pas dans ça, t'as juste ce que tu vis en tant que joueur. Mais c'est pas la même chose. Donc, c'était vraiment une... Ça nous a pris dès le début. Et ça me donne un peu d'énergie que je me sentais toujours chanceux que moi j'avais ça et les autres enfants n'avaient pas ça, peut-être. Tu vois. Excellent. Et bon, à quel moment vous avez envisagé une carrière en tant que coach? Dès que j'ai commencé, même un peu avant. So, ouais, toujours. Moi, perso, j'ai toujours voulu essayer de transmettre ce que je savais. Mais quand c'est vraiment devenu une carrière, c'est quand j'ai commencé avec Nick. Puis c'est vraiment là que j'ai fait, OK, ouais, il y a moyen de faire quelque chose avec Nick. Parce qu'au final, je voulais aller pro, mais j'avais pas nécessairement les éléments nécessaires pour aller pro. Mais avec Nick, on se complète tellement bien que là, je voyais vraiment la vision. Donc, c'était excellent. Justement, est-ce que vous pouvez parler un peu plus de cette complicité? Parce que quand j'ai eu Nick au téléphone pour l'inviter, il m'a dit, moi, je viens pas sans Ramtin. Donc moi, je me dis, cette complicité, là, il doit y avoir quelque chose. Est-ce que vous pouvez peut-être donner un peu plus de détails? Qu'est-ce qui fait, par exemple, que toi, Ramtin, tu peux pas travailler sans Nick et toi, Nick, tu peux pas travailler sans lui? Je te laisse répondre. Déjà, à la base, il faut comprendre que nos pères étaient bons amis avant. Et non seulement dans le foot, mais aussi dans leur entreprise. Et ensuite, ils sont séparés. Et naturellement, nous, en tant que jeunes, on s'est séparés. On passait beaucoup de temps ensemble. Et ironiquement, on n'a pas coaché ensemble. On se parlait plus pendant 5, 6, 7 ans environ. Et quand on a recommencé à se parler, on s'est revus sur un terrain. Puis j'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Il m'a dit, je coach. Ah, okay. Puis moi, je coachais aussi. Et on coachait la même catégorie d'âge. On coachait les U14, moi NDG. Mais moi, je coachais U14 AA. On se faisait mettre des gifles à chaque match, pour être franc. J'avais eu l'équipe 2 semaines avant. Et lui, il coachait U14 3A Lakeshore. Et ils étaient des étoiles, incluant justement Latifa.
et Ok. Lara et tout, comme c'était une équipe d'étoiles. Et à partir de là, c'est là il m'a appelé pour venir coacher avec lui. Et de là, ça a commencé. Mais bref, pour pas aller dans tous les détails, la réalité, c'est on se complète extrêmement bien, ou ce qu'on est un peu plus le hot and cold ou le yin and yang, si tu veux, dans le sens que lui amène sa partie extrêmement bien, moi j'amène ma partie extrêmement bien. Et je le dis tout le temps, mais sa plus grosse force, c'est qu'il donne la liberté à tout le monde d'être qui ils veulent être. Et pour moi, c'est le plus important parce que je peux m'exprimer de la manière que je veux. Et il me recadre quand j'ai besoin d'être recadré aussi. Mais c'est vraiment, j'ai les éléments pour pouvoir faire ce que je veux. Et c'est pas non plus, c'est pas la dictature ni rien. Donc, perso, c'est vraiment ça qui fait la différence. Et on a une même vision où ce qu'on adore le talent. On veut toujours avoir les meilleurs joueurs dans notre équipe. On aime le défi, ça vient avec beaucoup d'ego, mais cette vision-là, on l'adore. Et on veut avoir ça. On en veut tout le temps plus. On veut toujours essayer d'avoir euh, les meilleurs stats, les meilleures performances, les meilleurs ci, les meilleurs ça, les meilleurs joueurs. Donc, à cause de cette complicité, ça marche extrêmement bien. Et en plus, on a la même vision. On veut aller pro, on veut aller en Europe. C'est ça notre idée. Ouais, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Pour moi, c'est, comme je dis, on se complète bien, comme tu avais dit même toi. On se complète bien. Chacun ses forces et on est capable de respecter les forces et de donner la place à chacun, mais aussi capable de se remettre en question un sur l'autre. Et c'est ça, parce qu'au final, c'est notre relation qui va dicter comment le reste va se passer. So, je pense que tout ça va ensemble et au final, les deux, on avait toujours c'est quand t'as ce truc, comme tu sais que c'est quelqu'un avec qui il y a un truc de plus. On le savait depuis notre jeunesse. So. Mais c'est top en tout cas parce que bon, moi je lui dis toujours, hein, pour avoir des résultats et des résultats positifs, ben, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait une symbiose dans l'équipe. Voilà. Mhm. Il faut vraiment comment dire, qu'il y ait une complicité. Voilà. Et moi je trouve que c'est quelque chose qui est important parce que quand il n'y a pas ça, ben, à la moindre chose qui va se passer, qui dérange l'une ou l'autre personne, ben, ça va être plus difficile. Alors que si vous êtes demandants les uns envers les autres, et puis surtout s'il y a un climat de confiance, mais c'est là qu'après on peut vraiment réaliser des exploits. Ouais, vraiment. Euh, donc, prochaine question. Là, c'est beaucoup plus par rapport aux opportunités que vous avez eues, parce qu'il faut dire que les opportunités, elles sont enchaînées après. Ben, vous avez mentionné vos passages à Lakeshore, à Vanier, et puis après à Saint-Laurent. Moi, la question que je voulais te poser à toi, Nick, donc c'est qui t'a approché en fait pour le projet du CS Saint-Laurent? Au Saint-Laurent, c'était pas longtemps après que j'ai quitté les shows avec Ramtin. C'est juste par hasard parce que j'étais au stage de recyclage. Et moi et Rocco, on s'est dit bonjour, mais on se connaissait juste de vue, pas plus. Et il m'a dit How's Lakeshore? Je dis je suis plus là. Il a dit ah ouais, ok, on va se parler. Et après, avec lui et Rui Souza, c'était un président. Quelqu'un qui nous a beaucoup aidé dans le cheminement de coaching et personnellement. Donc, shout-out à lui. On a des discussions pour prendre une équipe féminine. Et la première équipe qui sont proposées, j'ai décidé finalement de prendre off, pas coacher cet été, mais après il y avait une deuxième équipe féminine, ils étaient U16 et U17 l'année d'après, ont proposé. Donc, après avoir réfléchi, on a dit oui, mais Ramtin les a coachés pendant le COVID. Moi, j'étais pas dans le coaching à ce moment-là. Et après, l'année d'après, on a pris cette équipe de filles. Donc, de base, on est venu coacher une équipe de filles, mais on leur a dit dès le début que notre but, c'est semi-pro et c'est coacher masculin un jour. Donc, si ce projet se réalise chez vous, parce que c'était pas encore en place, on veut être là. So, c'était un peu comme ça que ça a commencé. Et après, ils ont respecté, ils ont tenu la parole. Donc, quand la chance s'est présentée, on était là. On a présenté notre projet. Et le club était vraiment supportif. Et il faut aussi vraiment un shout-out à Kwame parce que lui, de toutes les personnes, avec tout le travail qu'il a fait à Saint-Laurent, dès le premier jour, il était derrière nous à 100%. So, c'est le genre de gars qu'il est et c'est quelqu'un qui, jusqu'à ce jour-là, il est irremplaçable comme
sa manière d'être, comment il prend soin du club et des jeunes et des anciens et tout. So, vrai shout-out à lui. Donc avec Rocco, Rui, Kwame après, le reste avec Jack et tout le staff, Matteo après, comme ça enchaîne. But c'est vraiment comme juste, on est rendu à Saint-Laurent, on est rendu là. Tu confirmes? Ouais, 100%. Vraiment, là, surtout, il faut donner un gros shout-out à Anthony Souza. Oui. Ça, j'ai son fils, mais son père, Rui. Parce que franchement, lui, c'est vraiment un go-getter. Quand il veut quelque chose, il va l'avoir. Puis il nous a vraiment un peu, on peut dire, protégés, mais il nous a vraiment comme forcé à avoir l'opportunité. Après, comme il dit, Kwame, c'est une pépite là-dedans aussi. Avec Rocco qui nous a permis de vraiment nous exprimer comme on voulait. Il n'y avait aucun complexe. Il nous a dit, tiens, ça, c'est les clés de l'auto et allez-y. Comme, just prove us wrong and do what you gotta do, that's it. Mais ouais. Excellent. Et justement, là maintenant, on va aller un peu plus dans les détails. C'est pas que je veux pas qu'on parle de la, comment dire, l'expérience que vous avez eue avec les filles, mais on y reviendra. On y reviendra parce que c'est important aussi de le mentionner. Mais disons que quand on vous a donné le projet avec la première équipe, donc c'était en 2022, si je me trompe pas, que vous avez commencé. Fin de 2021, on a eu le poste. Oui. Fin 2021. Fin 2021. À ce moment-là, en matière de ressources, est-ce que vous pensez que vous aviez vraiment toutes les ressources nécessaires? Ou il y a peut-être des choses où vous vous êtes dit, bon, on n'a pas encore tout ce qu'on voudrait pour vraiment avoir les résultats escomptés, mais... Donc, quelle était votre situation en fait à ce moment-là? C'était vraiment une situation unique et bizarre peut-être parce que c'était c'était dans la période de COVID quelque part. So, quand on a commencé, c'était Matteo qui était en charge du programme et qui a fait un énorme travail pendant tout ce temps-là, comme C'est énorme. professionnel aussi, Matteo. Franchement, là, même vision. So, mais encore, on se connaissait pas trop, surtout pas comme boss et coach. Et non seulement il y a le COVID, on ne connaissait pas trop de joueurs. Lui, il connaissait certains parce qu'il jouait au futsal, justement. Il jouait avec certains des gars, même il a fait l'équipe du Québec et même il était un camp national. Il ne dit pas, mais il a connu un niveau, il a connu des joueurs un peu... Moi, je pouvais te dire 5 noms, très honnêtement. C'était vraiment beaucoup à une fois. Matteo a préparé les essais. Il y avait environ 500 joueurs qui sont venus en essai. C'est 495 nouveaux joueurs pour nous. Et c'était vraiment comme essayer de recruter des joueurs qui sont réputés comme bons, essayer de choisir des joueurs parmi ça, essayer de mettre en place plan de pratique. Il faut se dire qu'un de nos joueurs qu'on a recruté dès le début, c'est Pemon, qui est directeur à Lakeshore, et lui qui nous a beaucoup aidé avec le format et la base de semi-pro parce qu'il a joué depuis des années à Lakeshore, autrement Eslavad, donc il a eu un peu une base d'info. Donc lui a beaucoup aidé au début avec juste des points de repère et de recrutement et tout. Ouais, c'était vraiment, vraiment beaucoup à une fois. Que même Moïse était même pas pro encore. Il était en considération de revenir avec Yann, avec Wes, avec... Oh, imagine. Ouais, imagine. Mais après, il y a toutes les circonstances. Ouais, c'était parti en Ukraine et revenu. Moïse, on connaît son histoire. Yann a dit oui tout de suite. Parce que Yann, c'est Saint-Laurent à fond du cœur. Après, il y avait des gars comme dans la salle. Et c'est pas juste une pièce à la fois. Chercher des joueurs et éventuellement, quand ça tombe, ça commence à avoir du sens. Mais même jusqu'à... Yann est revenu une semaine avant la saison, il était à l'école aux États-Unis. Donc, tout ce temps-là... On y a parlé sur Zoom la première fois. Ouais, c'est juste une période de confusion. Il y a le COVID entre janvier et mars. On fait des pratiques Zoom physiques avec, je sais pas, on va dire une centaine de joueurs. 99 qui n'ont pas été dans l'équipe. Au final, c'est juste vraiment une période de réadaptation partout avec nouvelle équipe COVID, nouveau staff, nouveau niveau, tout. Je sais même pas quoi dire plus que ça. Ça s'est bien tombé ensemble. Premier match de la saison, on savait même pas à quoi s'attendre. Je me rappelle, on avait même Nathan avec son chandail Soccer Québec, on l'a vu jouer, puis on était vraiment assez propre. Il voulait jouer au milieu de terrain, je pense. On l'a descendu en centrale. Sad Chowki dans les essais, on l'a vu, c'était une pépite. C'est comme, OK, là, on voit un peu, puis après, ça, les dots sont connectés. Mais il faut aussi dire, genre, en termes de ressources, on était très chanceux dans un club comme ça, parce que
tous les Rocco, les Kwame, tous les Jack, ils avaient déjà préparé les jeunes parce que les West, ils avaient déjà tout gagné. Les Yann, on connaissait la génération de Yann un peu parce que c'est la même génération des filles qu'on coachait, les 2001. Et on s'était vus aux nationaux en même temps. Mais justement, on avait un peu une idée, mais tellement qu'ils ont du succès dans le côté masculin, c'est un point de référence chez les amateurs. Et ça nous a vraiment aidé, veux pas, parce qu'ils savent qu'au final, Saint-Laurent va être compétitif, peu importe qui arrive. Donc, pour nous, en tant que coach, il faut donner beaucoup de crédit à l'identité du club, à la structure du club, parce que ça nous a facilité beaucoup la vie. Donc, quand, par exemple, un joueur comme moi, qui revient de l'Ukraine et qui dit « Mais regarde, moi, je vais vous aider à amener le plus de joueurs », au final, c'est aussi un leader, mais c'est chez lui. Donc, ouais, Yann, ils vont amener leurs joueurs et les gens, ils veulent jouer avec eux. Donc, ça nous a facilité beaucoup la vie, franchement. C'est ça qui nous a donné l'avantage. Cela, il faut ajouter le point de Kwame tantôt, que dès le début, quand les gens disent c'est quoi ces coachs-là, c'est des coachs des filles, des coachs de jeunes, mais Kwame a dit non, fais confiance. Et Kwame, c'est quelqu'un qui tient parole avec eux. C'est lui qui a coaché de base les premières bonnes équipes de Saint-Laurent, celui qui a aidé à changer Saint-Laurent. So, quand on parlait de Kwame, ce qu'il a fait, c'est une grosse partie, comme Ramtin dit, l'identité du club, parce que du club, c'est pas Saint-Laurent, ça va pas être la même chose, on s'entend. Je tiens à toujours ce stigma de coach fille qui vient coacher des gars, qui sont capables de faire la transition et tout. Même des gars dans notre équipe, hein, ils y croyaient pas. Ils ont commencé à y croire éventuellement dans la saison, mais ça a pris du temps. Au final, on est des hommes, il faut se faire respecter à travers la qualité qu'on offre. Donc, on savait que ça allait faire partie de le taf. Ah, c'est ça. Mais justement, moi aussi, je suis passé par là. Même si, bon, à la base, j'étais avec des garçons, je suis passé avec des filles pour repasser avec des garçons. Et voilà, c'est sûr qu'il y a toujours cette question-là. Mais après, si toi, tu sais que tu vas livrer la marchandise, il n'y a pas de problème. Mais justement, là maintenant, donc cela fait à peu près 4 ans, je pense que vous êtes dans ce projet-là. Et puis, en 4 ans, vous avez gagné 2 titres. Mais c'est sûr qu'un peu plus tard, on irait un peu plus dans les détails et tout ça par rapport aux différentes expériences que vous avez eues. Mais moi, comme je dis toujours, le fait que vous ayez eu 2 titres en 4 ans, quand on gagne un titre, on peut dire, ou du moins, on va dire les mauvaises langues peuvent dire que c'est le fruit du hasard. Mais quand c'est une deuxième fois que ça arrive, surtout qu'après, bon, on connaît aussi les performances que vous avez montrées durant le championnat canadien. Là, on sait que c'est plus du hasard. Donc, moi, la question que je voulais vous poser par rapport à ça, c'est quoi qui a fait le succès, justement, durant ces 4 années? Déjà, ça fait 3 ans qu'on gagne 2 titres, 4 ans, mais dans 3 ans, et on a gagné 2 coupes aussi. Donc, quand déjà tu vois une équipe qui a gagné 4 trophées en 3 ans, déjà ça dit ok, ça parle quelque part de la mentalité. Et désolé, je pense que la mentalité de Saint-Laurent, c'est de gagner. En même temps, comme il y a un certain force de caractère à Saint-Laurent que tu vois dans les jeunes, dans les coachs, dans tout le monde en fait. Donc, déjà c'est la mentalité et l'esprit qu'il y a là-bas. Comme le premier match, il y avait 800 personnes, je me rappelle bien, contre OSU. So, juste le sens que tu joues quelque part dans les ultras, dans le stade. So, comme l'esprit, l'énergie, la mentalité de Saint-Laurent, c'est top. Comme, tu peux critiquer l'extérieur, tu peux dire que c'est bon. Pour moi, à l'extérieur, j'avais pas une grosse impression de Saint-Laurent avant, parce que j'étais à Lakeshore, donc naturellement, tu vois pas trop, mais dès que t'es là, tu ressens un truc. So, déjà, ça commence par la mentalité du club et tout ce qui est autour. Et pour nous, on partage cette mentalité, même on va pousser plus loin. So, comment est-ce qu'on peut faire un truc de fou? C'est pas juste gagner, comment faire un truc de fou? La première année, c'était beaucoup de figure it out on the spot, comme on a dit, toutes les circonstances et tout. Mais quand on a commencé à rouler, c'était bien. Après la fin de l'année, on était à un point de FC Laval à l'avant-dernier match. Après, il y a le truc de dernier match que le match s'est arrêté. Mais non seulement on faisait bien, mais la manière qu'on jouait, comme on jouait avec 5 attaquants sur le terrain, on jouait très offensif, vraiment au ballon, on jouait à 3 derrière. Donc c'est des trucs qui étaient moins communs dans la ligue. Et la première partie de l'année, même, personne s'adaptait à nous parce qu'ils ne savaient pas à quoi s'attendre. Mais la deuxième partie de l'année, 2023, tout le monde commençait à s'adapter. Donc je pense que la manière qu'on peut rentrer dans la ligue avec une certaine énergie et confiance et en n'étant pas peur de s'imposer, ça set le stage pour le reste.
So, je pense que ça commence par ça, tout ça, et après, c'est les personnes, comme c'est les joueurs et les coachs et le staff au-dessus de nous, comme c'est cliché, mais comme tu as dit tantôt, comme tu peux pas faire des trucs seul. So, c'est avoir des bons joueurs qui ont du caractère, avoir un capitaine comme Wes qui a 21 ans quand il commence et qui prend charge d'une équipe avec certains anciens et qui s'impose comme capitaine, dit okay, on est là, je vais donner l'exemple en premier, après vous allez me suivre. Il a fait tous les efforts avec Yann qui est derrière lui, avec son esprit d'enfant, mais il donne une énergie de fou au vestiaire et ça enchaîne. Comme un Shaquille Michaud on va pas parler de lui. Le premier match qu'on a joué, il a joué derrière, stabiliser la défense. Il a joué pas trop de matchs en 2 ans qui était là, mais c'est lui qui a donné un peu les consignes aux jeunes. C'est lui qui était un champion de futsal, que les gars respectaient déjà, tu vois. C'est vraiment des personnes. Tu peux parler, on avait un staff de 6 coachs. Comme tous les années, 6, c'est le minimum. So, c'est vraiment, pour moi, si tu combines mentalité, esprit, plus les gens, les personnes qu'on vient de nommer, et plus, comme on peut nommer 50 personnes, 100 personnes, les sponsors, tu peux le nommer parce qu'on était bien supportés derrière aussi. So, shout out Sammy Free, 4 ans, still going strong. Mais tout ça pour dire que like, c'est les 2 choses qui ont set the stage. Après, c'est dans les détails du travail et tout. Pour moi, ça a commencé avec ça. J'ai rien à rajouter. Vraiment. Non, mais c'est ça. Ben justement, moi, j'aimerais rebondir sur une chose que tu as dit. Parce que ça, c'est quelque chose aussi. Et moi, je dois être honnête. Hein. Il y a peut-être. Parce qu'il y a une période où la PLSQ, qui est devenue la Ligue 1 Québec, moi, j'avais perdu un peu. Je dois vraiment être honnête par rapport à ça. J'avais perdu un peu mon intérêt personnel, en fait, par rapport à cette ligue. Mais disons qu'une saison avant que Saint-Laurent arrive dans la ligue, c'est là que justement j'ai commencé à reprendre l'intérêt. Donc d'ailleurs, Anis, vous connaissez Anis de Montréal Crack. Voilà, c'est un ami très très proche. Et c'est lui qui m'a, entre guillemets, redonné le goût et tout ça, d'aller voir les matchs et tout ça. Et c'est là que j'ai recommencé. Mais une des choses qui m'avait surprise, et ça c'est quelque chose que j'ai pas forcément vu dans les autres clubs, vous êtes arrivé avec un staff de 6 personnes. J'imagine que tous étaient aussi bien des coachs que des analystes. J'imagine que chaque personne avait vraiment, on va dire, une fonction bien précise. Mais justement, comment est-ce que vous avez fait pour venir avec ça? Et surtout, comment vous avez vendu ça aux dirigeants de Saint-Laurent? On est venu déjà à 3, mais déjà ils voulaient à 2, mais on a dit qu'on vient à 3. So, ça a commencé par ça. Après, ils ont proposé un préparateur physique. On a rencontré avec lui. On a dit OK, c'est Henry qui est toujours là. So, déjà, c'était 4. Kwame aussi, c'était automatique. So, 5 pour commencer. Et déjà, off the bat right away. Plus le physio. So, c'est 6. So, ça a commencé avec ça. Et pour nous, déjà, on était habitués à travailler à 4. Avant avec Shore et tout, et à Vanier. Et la raison, c'est parce que nous, dans la tête, c'est comment on peut s'approcher le plus de pros. Donc, si tu veux quelque chose, il faut vraiment faire tout pour projeter cette mentalité, pour mettre des choses en place. So, c'est ça. Nous, c'est semi-pro, c'est une étape vers pro, en principe. Même s'il y a amateur, pro, semi-pro. Même semi-pro, certains le voient comme amateur. Tu peux débattre comme tu veux, mais c'est entre deux, normalement. C'est comme le cégep. So, vous savez qu'on voulait pousser un peu plus loin, mais pendant les entraînements, on s'est rendu compte qu'avec tous les joueurs qu'on a, on ne peut pas tout leur donner avec ce qu'on a, parce qu'il y a 20 quelques joueurs. On veut gagner, oui, mais on veut aussi donner aux joueurs le plus qu'on peut chacun. Donc, de négliger des joueurs parce qu'il y a trop à faire sur le terrain, c'était impossible. Donc, on a appelé Ryan Thompson-Lynch, lui, un gars incroyable, et lui est venu nous aider avec les choses sur le terrain. Il était vraiment quelqu'un qui facilitait la vie pour tout le monde. Et c'était un bon vibe. C'est quelqu'un qui pouvait aussi faire un 1v1 coaching. Donc, prendre les jeux de côté aussi en même temps. Et le club, on leur a dit que c'est pour ça qu'on le veut. Et pour de vrai, ce qu'on doit apprécier beaucoup, c'est que le plus possible, ils ont toujours accommodé nos demandes. Parfois, c'est pas faisable et c'est normal. Mais vu que tout le monde voulait pousser dans le même sens, ils étaient vraiment ouverts à ce qu'on avait besoin. Et si c'est une question d'argent et tout, pour être honnête, comme on s'en fout. Il y a une vision plus grande pour nous. So, s'il faut qu'on trouve un peu plus ou on coupe un truc, ça ne nous dérange pas du tout. Parce qu'au final, ça va pas être
$1000 qui fait notre vie. Genre, c'est le foot qui va faire notre vie. C'est le foot qui nous inspire, qui nous passionne. So, c'était vraiment ça l'idée derrière. Donc, ça qu'au final, ajouter des personnes, ajouter un staff, c'est pas compliqué, entre guillemets. Même pour ajouter, quand on était dans le 3, justement avec les Lauriane et les Latifa et tout, on avait déjà 4 coachs minimum, plus un manager. Donc, on avait 4 coachs et l'idée derrière tout ça, c'était de faut vraiment séparer les positions. Fait que moi, j'étais coach des attaquants, Nick travaillait plus avec les milieux et toute l'équipe, et tu avais Jesse qui travaillait avec les défenseurs. Mais tout le monde a vraiment une job. Parce qu'au final, on le regarde un peu comme, vu qu'on est encore dans l'amateur, on a une vraie responsabilité à travers nos jeunes. Que moi, perso, j'aurais adoré avoir un système comme ça quand j'étais joueur. Donc, je suis comme, pourquoi pas le donner aux jeunes s'ils ont la chance. Et au final, avoir des attaquants qui font des trucs de possession tout le match, toute la pratique, leur job, c'est de marquer des buts. Donc, comme ils doivent taper la balle dans le but. Donc, tu as besoin d'avoir une espèce de système qui roule là-dedans. Donc, on avait déjà ça au niveau 3-1. Et ensuite, on est monté au semi-pro. Et il y a aussi même une chose à travers le staff, mais beaucoup de gens le voient comme une chance d'être sur le staff d'une équipe semi-pro. Donc, surtout beaucoup de jeunes. Et il y a beaucoup de gens qui le feraient gratuitement parce qu'ils veulent être là, ainsi que nous. Si nous, quand on était en train de coacher dans un niveau plus bas, c'était notre rêve d'aller. Par exemple, on avait 10 joueurs sur l'équipe Québec. On aurait adoré aller travailler pour l'équipe Québec 2-3 fois par semaine gratuitement. Ça aurait été un rêve pour nous. Même le faire gratuitement, on vit de ça. Non seulement ça, mais en plus, on coach les joueuses. Donc, on aurait vu une deuxième perspective. Même ramasser des balles, placer des comptes, peu importe ce que c'est, être dans l'environnement. Donc, quand tu es au niveau semi-pro, tu as un peu cet avantage où tu peux avoir plus de gens qui viennent. On n'a jamais eu de problème à trouver du staff. Ce qui devient un défi, c'est de manager le staff, de t'assurer que tout le monde a un travail, que tout le monde a des standards, que tout le monde performe. Parce qu'au final, si je peux donner 2-3 reps de plus à mes attaquants, parce que j'ai un staff de plus qui va aider avec les ballons, why not? Right? C'est ça la différence qui fait. Et c'est ça qui vraiment donne les détails de plus pour qu'un joueur puisse se développer et s'épanouir pour aller à un prochain niveau. Donc, ce côté staff-là, c'est vraiment, si tu as une vision d'aller pro, it's too late to try to learn when you're pro. You have to learn it now. You have to apply it now. C'est vraiment ça la plus grosse différence selon moi. Oh, excellent, excellent. Et bon, justement, comment prépare-t-on une saison de Ligue 1 Québec? Ouais, ça dépend des objectifs, mais si on parle de nous, l'objectif, c'est de base, c'était gagner la Ligue. Après l'année passée, c'était gagner au championnat canadien. Et cette année, c'était regagner la Ligue avec une nouvelle équipe. Donc, je dirais que les détails peuvent changer. Et une complication qu'on a eue souvent, c'est est-ce qu'il y a des joueurs qui partent pro ou dans des essais dans d'autres pays ou pas? Donc, au début, vu qu'on ne savait pas comment ça marchait trop, c'était vraiment une complication. Donc, je dirais qu'il y a beaucoup de facteurs que les joueurs avec qui tu commences au début de l'hiver, ça peut changer à la fin. Et même cette année, on était vraiment à l'avance pour la première fois de qui on voulait, comment on veut changer l'équipe. Et même à ça, il y a eu des changements quand Yann est revenu et est reparti à Pacifique. Ouais, c'est venu après partir à Val-d'Or. Sam est revenu 2-3 semaines avant la saison. Sam a Il n'a pas fait de la pression avec nous. 2-3 semaines, puis regarde, le gars, il touche le terrain tous les matchs. C'est ça. Ryan. Bakary. Ouais, Bakary vient en avril. Ryan, il vient en mars, je crois. Ryan est là. Charles, on n'était pas sûr s'il allait jouer ou pas. Il était en France, il revient. So, tu vois, comme c'est une bonne partie de l'équipe. Joachim, c'est plus sûr, mais lui-même, il n'était pas sûr de 100% s'il voulait s'engager à fond. C'est vraiment tout des trucs qui se passent, tu vois. Même c'est vrai qu'il n'était pas sûr de revenir ou pas. Comme c'est vraiment beaucoup de what ifs. So, c'est dur à faire et je mens pas qu'on n'a pas encore maîtrisé l'acte de préparer une équipe pour la saison parce que avec les variables, parfois on calcule mal. Mais je dirais que les points les plus importants, c'est au moins d'avoir une vision pour la saison et de partager ça avec les joueurs et voir qui peut fit dans les plans rendus la saison. Je pense que ça, c'est une chose qui est importante. Une deuxième chose, c'est surtout important de préparer les gars physiquement. Non, c'est un des trucs qu'on avait toujours en avantage parce que même la première année, nos gars étaient de base en forme et s'entraînaient beaucoup seuls. Si on avait ça. Le championnat canadien, c'était une autre préparation entière pour ça. Ça, c'est une autre conversation même, mais
Bref, la préparation physique était primordiale. Donc, je dirais que c'est dur à équilibrer tous les parties pour nous. Pour certaines autres équipes, c'est moins difficile parce qu'ils sont plus ou moins quand même leur groupe en place. Ou ça fait des années qu'ils sont ensemble. Ça change des trucs aussi. So, je dirais que c'est important de partager la vision générale et la préparation physique surtout. Et après, il faut juste voir quels joueurs correspondent à tes besoins. Donc, jouer des matchs amicaux et tout, c'est important. Mais il faut aussi comprendre que le semi-pro, la ligue en tant que telle, elle est faite pour envoyer les joueurs au prochain niveau. Oui, on veut tous la gagner parce qu'évidemment, le championnat canadien, et ça donne encore plus de visibilité. Mais on est aussi dans l'amateur où on est en train de développer les joueurs pour les pros. Et je pense qu'une des forces qu'on a, qui nous a vraiment fait la différence pour revenir au staff aussi, c'est que notre environnement d'entraînement, elle est extrêmement structuré. Ça, on a toujours dit au staff, vaut mieux avoir un salaire plus bas, mais avoir des terrains pour pouvoir s'entraîner le plus possible. Les salariés ils n'ont pas de terrain nécessairement. Ils ont le terrain de le complexe qu'ils partagent avec maintes équipes, incluant le CSMRO. Mais on n'a pas de terrain extérieur qui est à nous, qui nous appartient. Et c'est vraiment important de donner un environnement où les joueurs peuvent venir s'épanouir. En plus de ça, il ne dit pas, mais il y a une mentalité qui des fois me rend fou aussi, mais lui, il n'y a jamais assez de bons joueurs. Fait que lui, il aime prendre tous les bons joueurs. Avec les bons joueurs, ça vient beaucoup de défis. Ouais. Mais l'avantage, c'est que tes séances sont extrêmement bonnes et en général, les joueurs eux-mêmes peuvent voir, OK, lui était meilleur que moi cette semaine. Mais ça, c'est beaucoup de management. C'est vraiment beaucoup de management parce qu'après, il faut que tu expliques. Ou au moins, il faut que tu aies le contact qui ne joue pas. De gestion humaine. Et la plupart d'entre eux peuvent jouer ailleurs. On va pas se mentir comme maintenant, si tu regardes, on rentre dans la saison universitaire, mais si tu regardes notre line-up, on n'a rien à envier. Notre équipe, elle reste encore forte. Mais c'est pouvoir donner cet environnement. Et je prends Charles comme exemple, mais Charles, l'année passée, durant la saison, même pas la saison, ce qu'on se prépare pour aller au championnat canadien, Charles, il s'entraîne avec nous. Lui, il s'en fout vraiment de jouer avec nous, mais il était là dans l'environnement. Fait qu'il se dit, lui a déjà vu c'est quoi le prochain niveau, le haut niveau. Donc quand il revient ici, il se dit, OK, ben, les entraînements, ils ont de l'allure, comme je peux m'épanouir, je peux jouer, je peux avoir ma vie de côté. Mais c'est important d'offrir ce service où ce que les joueurs peuvent vraiment jouer avec la qualité. Tu as besoin des joueurs et tu as besoin du staff qui est autour de ça. Tout. Donc ça, je pense, ça fait un gros avantage. Et au final, regarde, la Ligue, il y a ses réalités. Il y a ces réalités où il y a des joueurs qui vont partir dans des essais pro. On ne va jamais les empêcher. Il faut qu'ils y aillent. Il faut qu'ils aillent goûter à ça. Il y a des joueurs qui vont aux States, qui vont à l'université. Il faut respecter ce côté-là aussi. Donc, c'est pas des excuses. C'est plus, ça, c'est la réalité. Comment tu travailles autour. Get more players and raise the standards, right? Même si ça déborde un peu, je veux vraiment dire sur le point de vue qu'on est là, c'est... On se dit souvent comme... Il y a pas beaucoup... Il y a pas vraiment mieux que les bons joueurs qui jouent avec des bons joueurs, au final. Comme tu peux coacher tout ce que tu veux, tu peux essayer de dire, ouais, au plus haut niveau, contre le meilleur joueur, c'est comme ça, mais juste mets un meilleur joueur devant lui, il va voir. Et lui, et juste par fierté, il va commencer à jouer. Et c'est, comme on dit, comme souvent dans nos années, c'était vraiment une question de baisser l'intensité parfois quand c'était trop. C'était pas une question de motiver parce que même si t'es pas motivé, tu as West devant Yann. Déjà, si West perd, il va perdre sa tête et si Yann perd, il va faire la même chose. So, juste avec ça commence, tu vois. Ça avait des clashs chaque année contre Lake. Je te jure, si tu regardais les highlights des pratiques, des fois on faisait des highlights, c'était tellement excitant à regarder les King of the Court dans notre équipe. Mais ça change tout. On peut pas apprendre, par exemple, je peux pas apprendre à Bakary comment déjouer des gars comme il fait. Mais si je le mets devant un bon défenseur, là, il va commencer à jouer correctement, il va ajuster, peu importe ce qu'il a besoin d'ajuster. Right? Je peux dire, ouais, défendez-le comme ça, mais si la personne devant lui n'a pas les qualités, it's not gonna change anything. Right? So, au final, tu as besoin de qualité, peu importe ce qui arrive. Non, c'est clair. C'est clair. Ben, là, maintenant, ce que je vais vous demander, c'est de me parler un peu de l'expérience de 2022. Comme je vous avais dit, on allait revenir plus dans les détails. Justement, parce que là, c'était la première année dans la Ligue, entre guillemets, l'année de découverte. Donc, vous terminez deuxième de la Ligue, avec des joueurs qui ont quand même pas mal d'expérience. Pour citer des noms, il y avait déjà Obeng Tabi qui était là, Yann Touali, Wanje, Goulet, il y en a encore beaucoup. Mais justement, tu m'as dit un peu avant que votre objectif, c'était de gagner la Ligue.
Mais je veux dire, comment ça s'est passé au courant de l'année? Comment vous avez géré les pratiques? La première C'est- saison, tu veux dire? Ouais, la première saison. C'est quoi vraiment qui a fait que, ben déjà, dès la première ligue, enfin, la première année, pardon, vous avez déjà montré que il faudra compter avec vous. Ouais. La première année, Aubin n'était pas là, mais les Ah, autres, ok. ouais, je pense que c'est vraiment la deuxième année que. C'est la deuxième année qu'il est Ouais, venu. encore à l'époque. Ok. En première année, il y avait Wes, Yann, il y avait mes paiements au début, mais s'est blessé très tôt. Il était un bon joueur au début. Sad, Quentin Ça, Bourget. ok. Quentin Bourget aussi, bon joueur. Silla. Il y avait Nathan Sakandé-Sevic derrière, Pete dans les buts. Après, il y avait comme Patrick Nzanzi Mfura, un ancien de la Ligue. Il y avait Alex Fleury, qui est un bon joueur aussi, qui n'est pas toujours reconnu pour ça. Mhm. Mais c'est plus ou moins ça, le noyau du groupe. Il est C'est parti comme- aux États-Unis, je pense, hein, Ouais, maintenant. exact. Avec des gars comme Shaq, comme on l'a dit, il y a d'autres gars. Mais... Bref, Danny, qui est toujours là depuis. Danny, c'est le premier joueur qui était à Saint-Laurent dans les essais, et lui est toujours là. So, lui, Fidèle. fidèle à 100 000% à ce club-là. Mais bref, avec cette équipe qu'on a aujourd'hui aussi était là dans le deuxième gardien, elle est toujours là. Mais bref, ce groupe-là, dès le début, il faut comprendre que pour nous, gagner, c'est pas quelque chose que tu dois dire à l'équipe. Quand on se connaît pas, tu le dis, mais gagner, c'est normal. Si tu fais pas pour gagner, pourquoi tu le fais? Et c'est sûr que tout le monde peut dire ça, mais ça doit être dans les actions aussi derrière. Donc, Déjà, Saint-Laurent, c'est ça. Saint-Laurent, tu dois gagner. Deuxième place, tu dois gagner. c'est ça. Donc, pour nous, c'est pas une question, mais après, c'est comment. Donc, c'est une question de mettre tout en place qu'on peut. Donc, pour nous, c'est qu'est-ce qu'on a et comment est-ce qu'on peut maximiser qu'est-ce qu'on a. Donc, par exemple, dans la pré-saison, moi, l'avant-saison, on commençait à avoir des joueurs ensemble. On jouait 4-3-3. Et finalement, on s'est dit que jouer à 3 derrière, c'est mieux. On a commencé avec ça de base parce qu'on voulait jouer très offensivement. Bon, on a essayé des choses et finalement, jouer à 3 derrière, ça nous conviendrait. On savait que défensivement, c'était compliqué. On encaissait beaucoup de buts. C'est pas le défenseur forcément, c'est juste l'équipe générale défensivement. On s'est dit, OK, comme on va jouer à 3 derrière, on va prendre les risques. Qui va jouer où? Ça reste à voir un peu. Même Loïc n'était pas sûr d'être là à 100%. Il était in and out. Après, ouais, c'est une autre histoire encore, mais long story short, même les 3 premiers matchs de la saison n'étaient pas là. So, bref, on a juste dit, OK, on va jouer offensivement, on va chercher à aller vers l'avant, briser des lignes. Ça, on sait déjà, parce que c'est l'ADN de Saint-Laurent. So, on a commencé avec ça. Et après, c'est juste question de qui va fit, comment ça va fit. Nathan était en 6, comme il a dit tantôt. Le premier match, j'ai joué en 6 avec Silla, il n'était pas encore un central. Je me suis dit, OK, on a cette équipe-là, on sait qu'on veut gagner, on sait qu'on veut attaquer. On va figure out après, mais c'est ça qu'on doit représenter. Par chance, les premiers 3 matchs étaient contre des équipes moins fortes sur papier. Donc, veux pas gagner 6-0 le premier match chez nous, ça gagne en confiance, ça, dans le truc. Gagner le deuxième match, c'est aussi, ça gagne en confiance, tu vois. Et troisième match aussi, comme des matchs plus 2-0, les 2 matchs, c'était plus serré, mais on gagne les matchs. So, ça a une confiance en groupe. Et après, l'horaire, c'est Blainville, c'est Longueuil, Blainville, CF Montréal, Longueuil, FC Laval qui arrive. So, 4. Et CF Montréal, c'est la première année dans la Ligue aussi, donc on dit CF Montréal, ça va être fort, vraiment fort. So, tu vois, comme, dès qu'on gagne en confiance, c'est vraiment le match de Blainville qui change tout. Il n'y a pas d'autre manière, parce que là, c'est une équipe qui a gagné 4 fois dans les dernières 5 années. C'est une équipe avec non seulement les anciens comme Papouche est là toujours, et il y a Max Lecomte qui a joué contre nous, mais aussi, Il avait joué là, c'était sa dernière année, je pense. Hein. tu as des anciens déjà en place, tu as le même coach en place, Emmanuel Macano qui a gagné 4 ligues de suite, et lui, c'est vraiment on le respecte comme coach, vraiment. Excellent coach, franchement. Ouais. Tacticien. Mais après, ils ont rajouté, comme les gars de François ont divisé en 2 plus ou moins. Il y avait les West, Yann et tout avec nous. Il y avait Safwan Alan et d'autres là-bas, Sebi là-bas, et parmi d'autres. So, ce match-là contre eux, c'était vraiment un match bien contesté. C'était chez nous. Et c'était 0-0. Et après, dans 60e, 70e, 60e, je vais dire plus ou moins, Alan, il marque contre nous. C'est 1-0. Nous, une patate, une but. Ouais. My God. Et c'est une grosse célébration. Et c'est 1-0. Et c'était Loïc vient de revenir. Il est sur le banc. Et on a vu Loïc dans les 2-3 matchs amicaux en futsal, mais on ne savait pas à quoi s'entendre dans une vraie ligue.
Non, il faut comprendre le contexte avec Loïc. Parce que Loïc, il a jamais joué en semi-pro. Mais Loïc était toujours fort. Moi, je jouais contre lui dans le Liga 7. Et dans le Liga 7, c'était une tuerie. C'était tellement énervant de jouer contre ce gars-là. Et en plus qu'il est fort. Et ce match-là, justement, moi, je me rappelle parce que on avait Alex Banouvong, qui lui avait montré un highlight de Loïc durant la pré-saison. On a dit, vas-y, on va l'amener. West s'en est occupé. Il le connaissait bien. Et c'était un highlight de genre, Montréal City et tout. Et qui jouait contre... Hunters. Ouais, Hunters, ça s'excuse. Hunters. Et il jouait contre des gars qui, au final, il y avait des gars qui n'étaient pas trop en forme. Donc tu regardais ça et tu disais, OK, il y a quelque chose, mais comme... Ouais, tu peux pas vraiment te fier à ça. Non, exact. Le nombre de vidéos qu'on reçoit aussi. Là, on a dit, mais moi j'avais dit à Nick, je suis comme, non, c'est un bon joueur. Il doit avoir un peu le système, mais c'est un bon joueur. Parce que l'anecdote me tue. Nick, je me rappelle, il me l'a dit après, puis il me dit, regarde, j'ai regardé le banc, parce qu'on perdait 1-0. Et c'était un gros match et on n'avait plus rien à perdre. Il regarde le banc, il dit, je mets qui? Ah, vas-y, on va mettre Loïc. Vraiment, il rentre Loïc, et plus tard, Loïc m'avait même dit, regarde, j'étais tellement énervé, je comprenais pas pourquoi j'étais sur le banc. Je dis, tu sais quoi, je vais rien dire. Ils comprennent pas, je vais rester sur le banc. Et là, au final, il rentre Loïc, et Loïc nous sort 2 pépites de but. Il y en a un qui prend la balle, il déjoue toute l'équipe tout seul, et il va coucher le gardien et marque. Et littéralement, 2 actions plus tard, transversale de West, 1v1, il met une patate avec son pied gauche dans la tête du gardien. On célèbre comme si on a fait le changement du siècle, mais on s'est regardé, on a fait non, ok. Lui, on a un phénomène sous nos mains. Là. C'est là qu'on a compris. Le vibe était incroyable et la manière dont on célébrait le but, tout le monde a traversé le blanc de Blainville en même temps, c'était malade. Comme c'était... Si t'es de l'extérieur, tu vas penser que ça n'aura pas de respect, mais c'est juste de vivre des émotions du match. So, c'est 2-1, on a fini le match, même Papouche a raté une chance à la fin qui a peut-être marqué de nos jours. Mais juste l'émotion de cette victoire, avec maintenant plus ou moins l'équipe qu'on aura devant nous, c'était incroyable. Après, c'est à Montréal, c'était la première fois que tous nos attaquants jouaient ensemble. C'était grand terrain, c'était pas difficile, mais avant la mi-temps, on l'a marqué. L'émotion encore est haute. Après, on a gagné 3-0. En longueur, Loïc a pris carton rouge. C'était 0-0. On a fini par gagner 3-0 encore. Après, ça, c'était vraiment comme une lancée. Après FC Laval, on a perdu ce match. On était toujours en train de découvrir qui on est. Parce que là, ce match, on a joué avec 2 devant, 2 de 3. On a remis Nathan au milieu que derrière. Parce que c'était vraiment juste comme une situation de qu'est-ce qui est vraiment le meilleur pour nous. Et il faut le dire, parce que ce match contre FC Laval aussi, FC Laval était sur une lancée de plusieurs victoires depuis l'année d'avant. C'était la première année dans la Ligue, et ils gagnaient sans arrêt. Comme c'était vraiment... Ils avaient build-up sur leur momentum de l'année d'avant. Donc ce match-là, c'est vraiment un gros clash, parce qu'on savait même que c'est ce genre de match qui allait faire la différence. Et ils ont eu le dessus, mais ils avaient tellement une belle lancée. Ils avaient une super belle attaque, franchement. Là, mais donc, tout le reste enchaîne de là. Il y a des hauts et des bas, comme un petit bas mi-saison qui... Quand ça arrive, quand t'es tellement haut. Après, fin de saison, c'est vraiment repris bien pour une équipe jeune. Mais comme pour revenir à la question de comment est-ce qu'on a instauré tout ça, c'est si je commençais par le fait que pour nous, gagner, c'est la base. Après, c'est qu'est-ce qu'on doit faire pour. Et c'est sûr que quand tu gagnes en confiance avec les victoires, le reste s'enchaîne. Donc, toutes les autres histoires qui après, ça enchaîne de comment ça a commencé vraiment. Et après, c'est une question de, au cours du chemin, garder en tête comme c'est quoi l'ajustement qu'on doit faire pour rester fixé sur le but. Tu vois, même l'année passée, on a fini 2e et on a gagné une coupe. On a fini 2e avec 1 point. But it wasn't good enough. Genre, c'était ça la mentalité. Et c'est fou, c'est une saison réussie pour beaucoup d'équipes. C'est ça, c'est vrai. Mais nous, c'était 2 points. 2 points. Et je te dis, on était déçus. On a des bons stats. Non, mais c'est comme ça. Hein. Mais déjà, que vous l'avez dit, hein, vous, votre objectif, c'était de donner un message d'ambition à l'équipe. Parce que c'est sûr que si comme vous dites, le cadre, je parlais de cadre tout à l'heure, mais voilà, c'est vous qui avez mis en place le cadre, la structure, qui a fait que justement les joueurs, ils s'expriment au mieux possible, au mieux de leurs possibilités. Mais c'est sûr qu'à la base, déjà, si le coaching staff, ils font pas en sorte, s'ils sont pas, comment dire, ambitieux, mais c'est sûr que les joueurs ne vont pas forcément l'être aussi. Donc, je dirais que l'importance du club, ça peut pas être sous-estimé. Et comme c'est même récemment que ça vient de plus en plus en lumière pour moi personnellement, même si on sait déjà. Donc par exemple,
qu'on l'a recruté chaque année. C'est un défenseur central, 6 pieds 4, comme 6 pieds 3. Il est vraiment comme habile au ballon, même si les gens à l'extérieur pensent pas parfois. Mais Le vraiment. technicien. Ouais. Et Qui te met les doigts dans les yeux, mais un vrai technicien. il a joué un peu sur sa longueur. Et c'est Matteo qui l'a vu, qui l'a signé de nulle part. Tu vois, mais comme je dis, peut-être c'est dans les détails parfois, mais les trucs qu'un club qui te soutient bien peut faire, tu peux pas le sous-estimer. Et jusqu'à ce jour-là, si on a perdu 12 joueurs à l'université, 5 NCAA, 7 là, déjà on a toujours un roster qui est fort. Et on a les jeunes qui montent qui sont forts aussi. Le dernier match, on a des jeunes qui ont joué. Ce soir, il y a des jeunes qui vont jouer et ils vont bien faire. Tu vois, comme. C'est ça que. Oui, si t'as pas ce soutien, tu peux gagner. Mais c'est tellement plus facile déjà avec un soutien. Mais c'est aussi le fait que ça me donne un message qu'il y a toujours un autre joueur qui est là, qui est plus fort. Il y a toujours une solution, il y a toujours quelque chose. Il y a toujours des gens qui veulent plus. Donc, veux pas, éventuellement, ça devient une machine. Et là, c'est rendu comme ça, c'est une machine. Mhm. De toute façon, c'est comme ça qu'on gagne des matchs. Et si on se réfère même à plus haut, ben, les équipes les plus compétitives qu'on voit, que ce soit même en MLS ou alors en Europe, ben, tu as des rosters qui sont hyper compétitifs. Et c'est ça qui fait que toi, tu sais que même si tu t'appelles Lamine Yamal, mais il y en a un qui est derrière, là, qui attend juste une chose, tu vois, c'est que toi, tu fasses une erreur pour que lui, il puisse montrer aussi qu'il est aussi fort que toi. Donc, c'est ça. Après, bon. C'est pas tous les jours qu'on voit des Lamine Yamal, mais bon. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, 100%. Donc maintenant, si on se réfère à l'année 2024, ça c'était une année quand même qui était spéciale pour vous, dans le sens où c'est cette année-là que vous avez gagné votre premier titre, si je me trompe pas. Non, 2023. 2023, vous avez gagné votre premier titre. Ouais, voilà, c'est ça. Par contre, en 2024, vous avez été au championnat canadien. Voilà. Moi, maintenant, j'aimerais quand même qu'on puisse parler de cette expérience-là. Puis de ce que vous avez fait contre Halifax. Parce que ça, je pense que tout le Québec a expérimenté en fait ce match-là. Et moi, j'en fais partie. J'ai été vraiment impressionné en fait par la manière dont vous avez organisé cet événement-là. Et puis, moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est que au niveau de l'engagement, on ne voyait pas la différence de niveau entre les deux équipes. Donc, moi, ce que je voudrais maintenant qu'on fasse, c'est juste que vous nous donnez un peu plus de détails par rapport à la préparation qu'il y a eu pour ce match-là. Déjà, on va revenir au même principe. C'est la mentalité avant tout. On va à ce match, pourquoi? Et la réponse, c'est pour tout le monde qui va à ce genre de match, est-ce que tu es vraiment là pour gagner ou pas? Ou est-ce que tu es là pour dire, Inch'Allah, qu'on va jouer une équipe pro, que ça va bien? C'est vraiment ça. Déjà, c'est mentalité qu'on va là pour gagner, peu importe qui on joue, et c'est pour gagner, point. Veux pas, l'objectif final devient de gagner le championnat canadien. Ça ne devient pas battre Halifax. Parce que souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on hésite dans notre identité quand on joue des équipes comme ça. Et même dans les gros matchs, même dans la Ligue 1 et tout, tu vois les vrais caractères de joueurs qui grandissent dans des grands matchs ou qui disparaissent dans les gros matchs. Et c'est vraiment un test de caractère, ce genre de moments, ce genre de match. Donc, dès le début, on a mis en clair qu'on va jouer notre foot et on va aller pour gagner, point final. Donc, ça, c'est un. Et il faut que les joueurs croient en ça. Mais deux, pour relier au même point, désolé, ça a commencé en 2023 parce que quand on a construit l'effectif, on s'attendait à que quelques joueurs partent pro. Mais pas de pré-saison, pas de chance, zéro. Comme même un joueur avait une pré-saison à Valour, c'est censé être partir dans 3 semaines. Il n'y a pas eu finalement, par exemple, un joueur. Mais c'est pas de Loïc, rien pour Yann, rien pour Sad, rien pour, je sais pas qui m'a à ce point-là. Ouais, c'est 0. Il faut mettre en contexte, Loïc, c'est le meilleur exemple, mais l'année d'avant, Ballon d'or, Soulier d'or, Ballon d'or futsal, Soulier d'or futsal, il gagne tout. Donc, comment c'est normal qu'un gars comme ça n'aurait pas d'opportunité? Il n'y a pas d'appel pour nos joueurs, il n'y a pas de pré-saison, il n'y a pas de même comme investir. Zéro. Juste Yann qui avait
des trucs avec TFC quelque part, TFC 2, mais au final, ça c'est pas it didn't happen. So, déjà, on a dit à tout le monde, écoute, en 2023, si vous n'avez pas eu votre chance seul, et même nous, on a appliqué pour le poste à Halifax, c'était ouvert, on n'a pas eu de chance parce qu'on est trop jeune, on n'a même pas eu de l'entrevue. OK. Trop jeune, c'est ça qu'ils vous ont dit? Trop jeune. C'est pas les premiers, c'est pas les La vie marche d'une manière spéciale, hein? Ouais, ce sont pas les premiers. So, bref, trop jeune, whatever. So, tout le monde est dans le même bateau. Et tous les joueurs et coachs, on avait le même but. Ça qui est vraiment plus facile à travailler. C'est que si on peut pas faire seul, on va faire ensemble. Sur étape 1, on doit éclater la ligue. On ne doit pas juste gagner, on doit tuer tous les stades, tous les records. T'as une autre manière de jouer. Et ça inclut de gagner la coupe aussi, gagner le doublé. Qu'on a fait. Même, juste pour te dire, la mentalité, c'était, on avait mis sur un gros PowerPoint, on perdait tous les matchs 2-0. On commençait le match comme ça. Donc, des fois, quand on gagnait 2-0, t'entendais, les gars, c'est encore 0-0. Ou c'est 2-2. Ils disaient, c'est nul. Enfin, les autres équipes regardaient. Il a fallu vraiment intégrer cette mentalité dans l'équipe. Et encore, en tant qu'extérieur, tu peux dire, c'est l'arrogance et tout. Mais non, c'est, on veut ça, on a besoin de faire ça pour y arriver. Point final. So, dès qu'on a cette mentalité est déjà, ta préparation mentale était venue dès le début. Soit de ça, vous avez soit vos chances, sinon la Chambre canadienne, c'est là où on doit vraiment prouver les trucs. So, encore, les gars sont partis, pas de chance, Chambre canadienne. Et là c'est comme, la mentalité était préparée depuis 2023, mais là, on a dit, comme Cloud, on est là pour gagner. Ça qu'on va pas changer de notre jeu, mais il y a des trucs qu'on doit améliorer. Surtout encore à Matteo, avec tout le travail qu'il fait dans tous les aspects de l'équipe. Un truc qu'il a réussi à faire, c'est organiser des matchs contre des équipes CPL et TFC 2. Et c'était la première fois, je crois, que ça se fait. Et ça c'était une énorme partie de la préparation que je vais en revenir plus tard. On a joué TFC, York, Ottawa, Forge. TFC 2. Et tout ça pendant la même préparation. Ouais. Et on a joué avec Starting 11 qui avait des pros qui s'entraînaient, mais je jouais contre des pros, même si c'était individuel. Ça Ouais, bien sûr. So, ça, c'est un qualité d'opposition qu'on a préparé. Encore gros travail de Matteo pour ça. Deux, c'était regarder pourquoi ça marchait pour les autres équipes. On a regardé le match FC Laval, Forge, sur One Soccer l'année d'avant, avec toute l'équipe. Mais ça regarde toutes les tendances derrière. Et pour résumer vite fait, après 30 minutes, l'équipe semi-pro prend toujours de but. Donc entre 30e et 45 minutes, toujours. Ça, c'était pratiquement à travers le Canada au complet. Que ce soit... Tout le monde. Ouais, que ce soit l'équipe CPL, toujours. Et à la fin du match aussi. Ouais. Mis à part le fait qu'ils acceptent tout de défendre bas et tout, comme c'est des trucs qu'on voit et tout, ça ne va pas arriver. Comme on peut pas arriver là-bas sans être enfant. C'était prioritaire. On doit être enfant pour ça. Donc après, on a eu... on savait, excuse pour te couper, mais on savait que la période était trop courte parce qu'on finissait la saison et on avait joué jusqu'au Coupe du Québec. Il faut donner des pauses ici et là. Mais on savait qu'on ne pouvait pas les rendre plus forts, musclés. Ça prend trop de temps à développer ça. Mais on s'est dit au moins, le minimum, c'est de pouvoir courir avec eux, d'avoir le cardio. Parce qu'au final, c'est la pire chose. On aurait pu gagner, mais on n'avait plus les jambes. Donc, c'était impossible qu'on pouvait avoir ça. Puis le cardio, ça se développe relativement rapidement. Et c'est de là qu'on a eu JP qui est rentré. Lui, on avait parlé avec l'année avant la préparation, puis c'était préparer la préparation. Et c'était qu'est-ce qu'on a besoin pour... Comment est-ce qu'on peut arriver à ce niveau? Et Yann et Nathan, après, s'entraînaient déjà avec JP. Donc, on a eu déjà une idée de qu'est-ce qu'il faisait. So, on a dit, OK, on va commencer ça assez tôt. Les joueurs, c'était un peu une surprise de commencer si tôt parce que, comme, pourquoi si tôt pour être en forme, tu vois? Comme on sait qu'on doit être en forme, mais c'est beaucoup. Mais avec toutes les sciences derrière, tout ce qu'on a fait, on dit, OK, ça, on va faire comme ça. Donc, les gars, avec ça, les terrains, on s'entraînait 6 fois semaine, 4 fois terrain, 2 fois eux, chacun allait à côté. Plus, beaucoup faisaient des entraînements privés. Encore, les joueurs, ils font un énorme travail et s'entraîner 8-9 fois semaine sans des outils de récupération avec des jobs, avec l'école pour certains. It's crazy what they did. Et du futsal. Et du futsal au niveau, parce que la plupart jouaient dans les bonnes équipes. De vraiment être prêt à faire ce qu'ils ont fait,
il faut trouver des joueurs spéciaux. Parce que ça, c'est vraiment un truc de... Tu dois vraiment le vouloir pour faire ça. Et c'est une préparation physique, c'était de la qualité d'opposition. Et c'était aussi après une préparation du staff. On a rajouté plus de staff. Et on a ajouté des staff de qualité. On a ajouté Antonio qui est au CF maintenant, scout de première équipe. On avait Alex, on a ajouté dans le groupe avec le travail de JP, plus de staff qu'on avait déjà en place. Jessica Tanga aussi. Jessica Tanga était là déjà. Charlotte à lui qui va au national avec les joueurs. Ouais. Donc dis-toi, on a vraiment besoin d'un staff au complet pour donner tout ce qu'on a besoin en termes de qualité d'entraînement, qui est déjà bon, mais ça doit être mieux, en termes de préparation pour les adversaires. Et en termes de nous pousser vers l'avant. Ça, c'était vraiment un travail d'équipe. C'est comme une armée, une limite. So, tout ça allait ensemble pour dire, OK, ça qu'on veut, ça qu'on a besoin de faire pour. C'est vraiment pratique, si tu le regardes comme ça. Ça, c'est la préparation. C'est pas de magie. Mais tout le monde avait le même but et tout le monde était assidu sur comment et de pousser plus loin. Et je trouve que c'est un avantage qu'on a et on avait toujours, on n'est pas un coach, on n'est même pas deux coachs. On est un staff de compétents qui veulent se pousser plus loin, qui sont tous là pour la même raison. Donc, tous ces 3 points ensemble, ça donnait, comme dit, des repères de base qui n'est pas trop différent des autres années, jusqu'à la préparation physique était beaucoup plus élevée. Et c'est OK, on a ce temps-là pour faire. Et après les matchs amicaux, ça nous a vraiment permis de découvrir c'est quoi. Comme jouer contre York, on a perdu 4-0. Mais on a contrôlé la possession. Ça donne l'idée qu'on peut jouer. On a créé beaucoup de chance. Ouais. Mais ça nous a donné un peu le but qu'ils ont marqué, c'est on parle le ballon au milieu et ils tirent de l'autre côté du terrain au-dessus de notre gardien. C'est un 50-yard shot, 1-0. Et c'était 4 erreurs, 4 buts contre. Okay, clairement, à ce niveau, les erreurs coûtent cher. Tu peux le savoir, mais le vivre, c'est différent. Genre, la réalité au PLSQ, c'est ça nous endommageait pas à ce point-là. Comme on perdait la balle, puis souvent, t'avais des gars qui manquaient devant le but. Et c'est pas pour tirer des balles à personne, c'est juste la réalité du niveau. T'as la qualité des joueurs. Le gars, ils étaient même pas en forme en plus, eux, qui revenaient de leurs vacances. On perd la balle au milieu de terrain, bang, la balle dans le but. Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est arrivé? C'est ça la réalité. Donc maintenant, prendre des meilleures décisions sur la balle, vraiment, devient important. Surtout si on veut jouer de la manière qu'on voulait jouer. Ça nous a aidé beaucoup. Après le match, on a su ce qui est notre adversaire, c'est Halifax. Durant ce match-là, d'ailleurs, je me rappelle. Ouais. Antonio courait. Ouais. C'est Halifax. Halifax, quoi, c'est York devant nous. On les joue, quoi. Halifax, c'était intéressant pour plusieurs raisons. Un, parce que, de ce qu'on vient de dire, pour nous, le Aubin jouait là avant, il était released par Halifax. Ça, c'est un truc personnel. D'autres joueurs ont eu peut-être parlé avec le coach, mais n'ont pas gardé. Halifax, aussi, c'est un peu différent parce qu'il y a beaucoup de spectateurs là-bas et c'est sur gazon. Donc, il y a la préparation à faire. Pour ça, malheureusement, on n'a pas pu jouer sur gazon avant. On voulait vraiment faire ça partie de la préparation, mais on n'a pas pu. Donc, c'était un des trucs qu'on a, je vais pas dire raté, on n'a pas juste les moyens de faire. On est venu à ça et continuer notre préparation. Et c'est le match contre Forge, je pense, qui a vraiment donné un truc différent. Comme on savait que... On y croyait, mais on savait parce que Forge, on jouait sur leur vrai terrain contre leurs vrais joueurs. Même si peut-être c'était pas de 11 ensemble, mais c'était leurs vrais joueurs. Et ils étaient forts. Mais ce match-là, on n'était pas... We were not out of our league. Alors, mais qu'est-ce qui était important, c'est que on a appris c'est quoi jouer sur un grand terrain. Et un des points que, comme tu l'as soulevé à mi-temps, c'est, guys, on peut pas courir comme des chiens partout pendant tout le match, peu importe. Donc, il va falloir qu'on soit capable de garder la balle un peu. Il va falloir qu'on soit capable d'avancer et s'installer sur le terrain parce que c'est grand. Tu peux pas courir pendant tout le match. C'est juste pas normal, surtout pas contre une bonne équipe. Ouais, conserver la balle et installer devenait super important. Parce qu'au final, dans notre ligue, les terrains sont plus petits. Tu perds la balle, tu reviens directement, puis c'est pas loin de courir. Dans les grands terrains, quand tu perds la balle, il faut que tu traces. Et tracer, au final, défendre, c'est où est-ce que tu perds le plus d'énergie. Exact. Donc, est-ce qu'on avait vraiment envie de passer notre temps à défendre? Non, on a juste compris que, OK, si c'est une demi-occasion, peut-être qu'on conserve un peu plus la balle et fait bouger, circuler pour trouver le bon moment. Et ça c'est vraiment une grosse différence parce que c'est une perspective que on n'aurait jamais pu avoir si on n'aurait jamais joué dans ce terrain-là. Et c'est une autre réalité que, malheureusement, on n'a aucun moyen de le savoir tant qu'on ne joue pas. Le truc, je pense, le plus proche, c'est Bois de Boulogne.
ou Marivic peut-être, le Stade Boréal. Comme ça serait ça le plus proche de nos terrains. Même Claude Robillard, c'est relativement similaire, parce que la taille elle est plus grande. Mais c'est une réalité qui était plus compliquée. So, ça nous a vraiment aidé à gérer ce match-là. Après, on a gagné le match. Donc, tu vois, comme... juste de voir que qu'est-ce qu'on voulait faire, ça a marché. Et encore, on a joué avec des joueurs offensifs anyways, même si on défendait plus. So, ça a vraiment donné une confiance parce que je ne veux pas gagner sur un vrai terrain contre une vraie équipe. Comme les premières victoires de Saint-Laurent, tu dois gagner pour gagner en confiance. C'est la réalité de la vie. Et tu vas juste savoir le fait qu'on peut non seulement gagner, mais marquer. Parce qu'on avait marqué contre Ottawa aussi. Et ça fait une différence. Ça, c'est déjà un. Puis le deuxième, c'était... On a été aussi quand même chanceux à travers tout ça. Chanceux, on a créé notre propre chance, mais on a été chanceux parce qu'il y a des gars comme Mamadou sont arrivés. Et franchement, Mamadou, au final, c'est un finisseur. C'est un vrai finisseur. C'est lui qui marque les 2 buts contre Forge. Première action de Saint-Laurent, Mamadou, il rentre, il renvoie la balle, il va marquer tout de suite. Littéralement. Il rentre dans le terrain, bang, but. Et deuxième but. Même concept. Et Oussama aussi. On va dire la vérité, c'est peut-être le 6 le plus accompli au Québec dans sa carrière. Donc, on peut pas apprendre à un joueur d'être comme Oussama. Oussama, il a vécu des choses que personne, au final, a vécu. Donc, même lui, avoir ça dans l'équipe, ça fait une grosse différence. Lui, jouer contre des joueurs CPL, c'est pas vraiment un défi. Mais t'as vu, c'est même quand il jouait contre des joueurs MLS, ça pose un problème. Il jouait contre le capitaine de l'équipe nationale et il avait pas l'air... Moi, je me rappelle de sa prestation contre Toronto là, quand vous avez joué ici. Incroyable. Frérot, Bernardeschi, à la fin du match, vient le voir et dit « T'es qui? Qu'est-ce que t'es trop fort? » Quand Bernardeschi te dit ça, Oussama, il a demandé ton chandail. Demande ton chandail, c'est tout. Mais au final, ça nous aide beaucoup. Surtout de la manière qu'on jouait. Avoir un gars aussi confiant sur le ballon. C'est clair. Comment dire, tout ça, ça commence des bonnes bases. Après, ça accélère. Et il faut dire qu'on avait comme des équipes dans l'équipe de staff même. Et ça... JP, Damien, notre thérapeute, et Henry qui travaillent ensemble, partie physique. T'avais Antonio, Alex et Jesse qui faisaient énormément de travail d'analyse et tout, comme énormément de travail. Il faut vraiment, comme, on peut jamais dire merci assez à tout le monde parce qu'ils ont fait comme des heures et des heures et des heures de travail. Ça va être tout sur le joueur, tout. Tous les détails. Tout. Halifax, tout. Même de Toronto, c'est déjà en tête, préparé pour la suite. Et oublie pas aussi, le match à Halifax, on le joue, mais il y avait quelque chose en jeu. C'était le match de Toronto. On savait qu'on a joué contre Toronto. Ouais, c'est ça. 2 fois. Donc, crois-moi qu'Halifax voulait jouer ce match-là. Je sais pas combien d'argent ils ont perdu, mais vendre des billets pour un match TFC, et ils ont fait de l'argent. Donc, c'était encore plus à enjeu ce match-là. Il y avait beaucoup plus de pression. Après aussi, ils avaient de la pression. Parce qu'on ne veut pas... Il y a le stigma de perdre contre une équipe semi-pro, que c'est leur taf à moitié temps. Eux, ils travaillent tous les jours dans le terrain. Ça joue dans la tête. Et en plus, pour ajouter à tout ça, mais il y avait aussi la préparation de l'équipe futsal canadienne, d'où on avait plusieurs joueurs de l'équipe qui étaient là. Donc, il y avait ça aussi qui rentrait en milieu de notre préparation. Ils sont partis pendant 3 semaines en avril, juste avant le match. Ça, c'était vraiment une situation bizarre. Parce que 3 semaines, normalement, c'est préparation tactique. Ils sont pas là. Et c'est lourd, là. Le futsal, c'est pas léger non plus. Surtout quand il y avait Safwan, Loïc, au Banks, ils ont joué beaucoup de minutes. Beaucoup de minutes. T'avais Samer aussi. T'avais Aylan. Mais la bonne chose, c'est qu'ils ont joué devant 10 000 personnes sous pression. Donc, t'as gagné. C'était déjà préparé. Chez les Latinos, donc c'est pas facile non plus. C'est clair. Ça, c'est risque de sueur, risque de fatigue. Donc, c'est vraiment une situation difficile à gérer. Est-ce qu'on a les empêcher d'y aller? Impossible. C'est ça, non, parce que je me dis en tant que joueur, c'est une expérience à vivre. Hein. Non, c'est clair. C'est clair. Très fait. Après, dans le match, comme juste au point que le penalty que Costa arrête à la fin, c'était un bel arrêt. Mais le staff qu'on vient de nommer, ils ont préparé ça où chacun va tirer. Tu vois, rien n'a été laissé à la chance. Et le gars qui manque, c'est un gars de semi-pro Ontario. Et on avait des attaquants chez nous, hein, qu'on n'a pas été pris. Quand je te dis qu'on n'a pas eu notre chance, mais des fois, la vie fonctionne d'une manière spéciale. Ah non, c'est clair. C'est clair. Mais bravo hein, pour tout ça. Merci. Juste une petite chose, il ne nous reste plus beaucoup de temps, donc je pense qu'on va devoir faire une deuxième partie. Mais néanmoins, avant qu'on termine, parce que, et d'ailleurs, vous en avez déjà un peu parlé, moi, ce que j'ai beaucoup aimé avec votre projet aussi, c'est que
ce projet-là, c'est quelque chose qui a créé des opportunités aussi pour certains de vos entraîneurs. Vous avez parlé d'Antonio, vous avez parlé de Jesse. Jesse qui est en train de faire quelque chose de top avec son équipe de U17 de Lakeshore. Mais il y a aussi Laurent Klein qui a été avec l'équipe nationale du Canada. Voilà. Bon, maintenant, c'est sûr qu'il y a d'autres personnes aussi qui ont participé et qui ont contribué au fait que ces entraîneurs se sont développés. Mais justement, qu'est-ce qui a fait en sorte que l'environnement en fait, dans lequel vous travaillez les a stimulés de manière à ce que, justement, qu'il y ait des opportunités qui se créent? C'est comme ça a l'air cliché, mais c'est la même mentalité pour tous. Tout le monde a quelque chose qu'il veut. Tout le monde a un rôle dans l'équipe. Je pense que c'est important aussi. Comme t'es pas là pour ramasser des comptes et rien faire. À moins, comme chacun doit ramasser les comptes. C'est un job important pour l'équipe. C'est pas plus haut que l'autre. Mais tu seras capable de faire plusieurs choses. Comme même le gars qui était en charge de ramasser les comptes était capable de coacher les joueurs 1v1, faisait des séances qui étaient incroyables, comme avec 2, 3, 4 joueurs prises d'infos avec son téléphone et technologie. Tu vois, comme chacun avait quelque chose à contribuer et c'était obligé de contribuer quelque chose. Donc ça donne un peu, quand tu coaches des bons joueurs, quand tu es dans un bon staff et tu as un rôle à jouer, je pense que tu as un peu envie d'aller plus loin. Et nous, je pense que ce qu'on fait bien, c'est on sait comment guider les coachs et les joueurs, mais on sait comment donner leur liberté de s'exprimer. Et c'est un truc que je pense que beaucoup de gens peuvent aider à ça, c'est que quand tu as la chance d'exprimer un peu ton talent et que quelqu'un dit non, comme c'est chill, tu as fait une erreur, mais c'est comme ça que tu peux mieux faire, je pense qu'ils apprécient ça beaucoup. Exact. Ouais, pour moi, je dirais, nous, on met la structure, mais au final, regarde, c'est eux-mêmes. Hein, ils veulent y aller, ils veulent se rendre plus loin, ils créent leur propre porte et ils viennent au niveau qu'on a besoin. Puis, regarde, au final, c'est vraiment eux qui font leur taf et ils le font bien. Alors, juste pour terminer pour aujourd'hui, mais c'est sûr, comme je vous ai dit, on fera une deuxième partie. Parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes que vous pourrez encore partager. Selon vous, d'accord? Donc, supposons que vous êtes dans une salle, d'accord? Il y a, on va dire, des milliers de jeunes qui vous écoutent. Et selon l'expérience que vous avez eue justement durant ces 4 dernières années, et je dirais même par rapport à votre expérience en tant que coach aussi, depuis que vous commencez à coacher, si vous avez 3 conseils qui valent de l'or, que vous pouvez leur donner et qui vont leur permettre justement d'aller au prochain niveau, quels seraient ces conseils-là? Il faut avoir une vision pour toi-même. Pour moi, c'est la première chose. Et ta vision, tu ne dois pas faire l'erreur de juste penser qu'est-ce qui est réaliste. Parce que la vérité, tu ne sais même pas qu'est-ce qui est réaliste. Tu peux penser que c'est réaliste, mais tu ne sais pas. Souvent, réaliste, c'est la peur de la réaction de tes parents. Ça peut être la peur d'échouer. Ça peut être la peur de ne pas savoir c'est quoi le chemin. Like, it could be anything. But c'est avoir une vision pour toi qui est motivée par tes rêves. Hein? Et quand je dis rêve, je dis si tu veux jouer pour le Barcelone ou le Real Madrid, c'est ça. Hein? Après, pour moi, c'est connaître, savoir tes forces et tes faiblesses. Et ça, c'est dur. Mais, par exemple, si t'es un buteur, t'es un buteur. Est-ce que tu dois améliorer d'autres choses? Oui, c'est dans la faiblesse. Est-ce que tu ne gardes pas le ballon quand ton équipe te donne le long balle? Ok, peut-être tu dois garder le ballon pour ton équipe. Mais si t'es un buteur, si t'es un grand, tu demandes le but, c'est ça que tu vas être. Tu vas pas être un 6 qui prend tous les fonds du monde. Donc, si tu comprends que moi, je suis ça, je dois surtout être fort dans mes forces à moi, que j'ai confiance en mes forces à moi, et les faiblesses importantes, je vais les travailler le plus que je peux. Déjà, tu as une ligne directrice pour tes entraînements, ta carrière et tout. So, quand tu joues et quand tu agis, quand tu fais des trucs, tu vas comprendre qu'est-ce que tu as besoin. Et ça revient à mon 3e point, c'est cherche à t'entourer avec des gens ou des coachs ou l'environnement qui t'aident à grandir. Et limite, je ne sais pas si c'est le plus important parce que les 3 vont ensemble, mais je dis souvent que c'est là où un jeune peut se perdre. T'es quelque part où tu te sens pas bien et ça ne veut pas dire que tu dois lâcher, tu te sens pas bien, c'est au contraire. C'est juste que si tu n'es pas en train de grandir,
que ce soit que ça va bien ou mal, je trouve pas que tu vas trouver comme la fin que tu cherches, à moins que toi, tu te sors de ça et toi, dire que non, j'ai besoin de ça. Parce que souvent, c'est là où, quand tu n'es pas dans le bon environnement, tu as confiance en toi, tu ne sais plus qui t'es qui, et après, ta vision, ça disparaît. Et si tu as ces points-là, pour moi, c'est pas facile, mais c'est ça qui te donne la ligne directrice où tu dois être. Et après, ça se peut que tu joues pas pour le Barcelone Real Madrid, mais tu joues pour, je sais pas, CF Montréal ou Toronto. Et c'est excellent, ça, still. Right? Ça va pas arriver que tout le monde joue à Barcelone, mais si c'est ça que tu veux, vas-y pour. Mais juste, tu dois faire les bonnes étapes derrière pour y arriver. Donc pour moi, c'est vraiment ça qui est important parce qu'on se perd trop facilement et souvent. Des choses qu'on retrouve le plus, je trouve, avec les filles et les gars, c'est pareil, c'est que les gars qui ont plus la rêve. Ils ont plus cette vision pour les trucs, ils ont plus l'énergie pour même y penser parce qu'ils ont tellement prêt. Et avec du temps, on peut les aider à regagner cette passion du foot, de cet esprit de vouloir jouer. Et je pense que, comme Ramsey est vraiment fort à donner ça aux joueurs. Et c'est un truc que, Winna, ça revient à ça. Comme quand un joueur nous dit merci de m'avoir thank you for helping me like have fun and thank you for helping me find my love of the game back. Like that's what gets everything going. So je sais que c'est un peu une longue réponse à un joueur, mais je trouve que c'est tellement important de mettre l'emphase sur ça que limite c'est un cheat code pour un coach. Donne le joueur le plaisir de jouer, tout à coup t'en as un bon joueur. It's crazy, but it's almost always like that. Pour moi, relativement sur les mêmes points, mais le rêve, pour moi, c'est plus important. Moi, je pense, même pas que dans le foot, mais dans la vie en général, je dis toujours ça, mais le moment que tu arrêtes de rêver, c'est le moment qu'en tant qu'adulte, on meurt. Et l'enfant en nous, il vit du rêve. Après, il y a des rêves réalistiques. C'est sûr que moi, je ne vais jamais aller jouer au basket comme au niveau professionnel. Mais peu importe quel rêve que tu as envie de faire, sois réaliste avec, mais en même temps, rêve. Il n'y a pas de problème. Vas-y, go dream for it. Le deuxième point, c'est aussi, souvent, beaucoup de gens disent « You have to work hard. You have to work extremely hard for something. » No. You have to work well. If it's hard, then it's hard. If it's lazy but with quality, then you do it with quality. Mais you have to do it well. Ça veut pas dire que tu vas travailler tellement dur que tu vas avoir ce que tu veux. C'est pas vrai du tout. But you have to work intelligently also. It has to come together. Et le troisième, pour retourner au rêve aussi, une chose, en tant qu'éducateur, on ne devrait jamais être celui qui brise le rêve de quelqu'un. Jamais, jamais, jamais. Pour moi, c'est extrêmement important parce que trop de jeunes vont à travers ça. Même si, en tant qu'éducateur, moi, je ne vois pas nécessairement son rêve, c'est pas moi qui va le briser. C'est lui qui doit venir à réaliser lui-même. Je peux le guider, je peux l'aider le plus que je peux, mais c'est impossible que je sois celui qui le brise. Pour moi, ces deux-là, c'est les plus importants. J'avais un troisième, mais moi, j'ai complètement oublié. Je suis perdu dans mes propres mots. Non, ben merci. En tout cas, sincèrement, j'ai passé un excellent moment. C'était vraiment un moment de partage, comme on aime les avoir. Et merci aussi parce que vous avez vraiment pris le temps d'aller plus dans les détails. C'est ça que nous, on veut aussi. Parce que vous en rendez pas compte, hein, mais par rapport à des choses que vous avez dites, par rapport à des expériences aussi que vous avez partagées, par rapport à certains détails en fait, que vous avez donnés, c'est des choses qui vont aider des joueurs. Il y a des joueurs qui vont regarder ce podcast et qui vont trouver des solutions par rapport aux réponses que vous avez données. Donc mille merci par rapport à ça. Mais comme je vous ai dit, comme on n'a pas eu l'occasion vraiment d'aller dans les détails par rapport à certaines choses, on fera une deuxième partie. Et voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup de m'avoir donné un peu de votre temps. Et voilà, donc on fera une deuxième partie bientôt, comme je vous l'ai expliqué. Et d'ici là, restez forts,